Un effet boule de neige pour d'autres festivals parce que j'imagine qu'il y en a d'autres aussi qui doivent vivre des difficultés financières. Oui, mais ce que je pense qu'il est important de mettre en lumière, c'est que c'est le groupe Juste pour rire qui déclare faillite, là, qui se met à l'abri des créanciers. Mais le groupe Juste pour rire, le festival, c'était une des composantes. C'est ça, c'est parce qu'on le connaît surtout pour le festival qui est annulé cet été, mais en réalité, comme vous dites, il y a beaucoup d'autres facettes. Tout à fait, donc ils font de la production de spectacles, ils ont produit des comédies musicales. Malheureusement, il y en a une d'annulée cet été, là, Waitress. Donc, ils produisent des humoristes, il y avait des activités au niveau international, donc on n'a pas les détails de cette faillite-là, mais est-ce qu'elle touche? Est-ce que c'est le groupe, est-ce que c'est la composante festival qui a creusé un déficit de 50 millions? J'en doute. Je pense qu'il y a plusieurs autres composantes qui ont probablement contribué à ça. C'est ça qu'il faut séparer dans cette faillite-là, mais c'est vrai que pour Monsieur, Madame, tout le monde, Juste pour rire, c'est un festival, c'est pas nécessairement un producteur. Puis évidemment qu'en ce moment, on est dans un contexte économique difficile avec l'inflation, les gens vont peut-être moins dépenser pour aller voir des spectacles et tout ça. Mais est-ce que vous pensez que ça a été le début de la fin, le départ dans la controverse de M. Roson, la pandémie, après les activités ont été suspendues? S'il n'y avait pas eu ces événements-là, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Peut-être, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de composantes là-dedans, mais moi je représente 108 festivals de partout au Québec, de différentes grandeurs, puis dans toutes formes d'art. Actuellement, c'est sûr que les moments sont difficiles, tout le monde la vit, l'inflation. Vous avez tous vécu la pandémie. On a tous vécu la pandémie, on en a tous sorti un peu éméchés, mais depuis l'année passée, les festivaliers sont de retour. Ça reprend. Ça reprend. Les festivals sont moins touchés en termes de fréquentation que les salles de spectacle actuellement. Donc aussi, dans le modèle d'affaires du groupe Juste pour rire, on reposait beaucoup sur les spectacles en salle, qui a un impact, mais c'est tout ça. Mais en même temps, si vous parlez aux gens des diffuseurs, des milieux des spectacles, les festivals d'humour sont les festivals les plus rentables pour les salles actuellement, beaucoup plus même que des artistes au niveau de la musique. Ils remplissent les salles. Donc, là aussi, il y a plein de questionnements, puis il y a plein de zones d'ombre dans cette faillite-là. Moi, j'aurais plutôt tendance à pointer le groupe là, américain qui a acheté. Comment ils l'ont abordé? Est-ce qu'ils l'ont abordé de façon très commerciale, très affaire? Ce qui n'était peut-être pas nécessairement complètement le cas quand c'était la famille Roson. Là, Parce qu'il y a une partie qui est détenue effectivement par des Américains. Est-ce que on a mal identifié peut-être le public québécois, la culture ici? Est-ce qu'il peut y avoir de ça aussi qui fait en sorte que la recette marchait moins? Peut-être qu'il y a peut-être aussi le montant qui a été payé. Là, on parlait de montant là, qui oscillait dans les 65 millions pour l'acquisition. C'est peut-être trop élevé à ce moment-là. Il faut savoir que CIA, là, c'est une agence d'artistes. Donc, il représente des artistes toute forme d'art. C'est important. Donc, pour eux, le marché québécois, c'est un petit marché, le marché francophone par rapport au marché mondial où un artiste américain peut jouer partout dans le monde. Donc, il y a peut-être ça aussi qui avait sous-estimé. Évidemment, le groupe Juste pour rire avait aussi de la production de TV. On sait que la télévision vit des défis aussi. Ça a beaucoup muté, on le voit. Là, il y a eu beaucoup malheureusement, de coupures dans les groupes de TV. On ne consomme plus pareil. Donc, il y a les plateformes, vous m'amenez à vous parler de ça aussi, parce que, par exemple, Netflix va organiser un gros festival en ligne sur sa plateforme. Exact. Il va aller attirer, par exemple, Rachid Badouri. Donc, les plateformes comme ça donnent une autre vitrine aux humoristes. Totalement. Et est-ce que ça vient complètement gruger ce qu'on a ici? Bien, je dirais pas complètement. Je pense qu'une plateforme comme Netflix va permettre à un Québécois de se faire valoir en Europe, en France ou à l'international. Moi, je pense qu'en région, partout, même à Montréal, le Bordel Comedy Club est toujours plein. Il y a plein de salles en humour qui sont pleines. Donc, je pense que l'humour, il reste quand même qu'il y a un contact avec le public. Les humoristes aiment sentir ça. Regarder un spectacle d'humour à la TV, je pense pas que c'est jamais comme le voir en vrai. Là, Effectivement. Puis là, cet été, l'édition du festival est annulée. On ne le sait pas pour l'année prochaine. Ça peut revenir. Bon, ça va créer un vide, en tout cas, pour cet été. Et si le festival ne revient pas l'an prochain, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vouloir combler ce vide-là parce que l'humour au Québec, c'est encore populaire. Les gens en consomment encore. Bien, Juste pour rire, ça aurait été un pionnier. C'est-à-dire l'École nationale de l'humour, ça vient de ça. Toute l'industrie qui s'est construite autour de... C'est Juste pour rire les pionniers. Mais oui, la nature a horreur du vide. Il y a quelque chose qui va se passer, l'écosystème va remplir ça. Les salles actuelles de Montréal, que ce soit la MTLUS, le Club Soda, vont continuer à présenter des spectacles d'humour, nonobstant la présence du festival.
c'est malheureux pour la portion gratuite, c'est malheureux pour l'événement populaire en termes de retombées économiques. Mais là, il y a le monde des festivals est en mutation. Puis je rappelle encore que c'est une composante de Juste pour rire dont on parle, parce que le reste du groupe, on ne sait pas l'impact de la faillite là, que ça a eu. Est-ce que les gouvernements doivent peut-être aussi revoir leur modèle de financement? Parce qu'il y a des subventions qui sont accordées pour ces festivals-là. Est-ce que ça fonctionne encore, la façon dont on finance les festivals du monde? Oui, c'est une excellente question. Les festivals en général. Oui, bien, le refrain, nous, on sait qu'on n'aura pas des grandes nouvelles dans les prochains budgets, tant fédéral que provincial. Nous, ce qu'on pense au refrain, c'est peut-être que l'argent qui est sur la table actuellement, il faut peut-être voir comment on la répartit. Puis, tu sais, je rappelle, il y a des grands groupes comme ça qui sont détenus par des Américains. Peut-être qu'avant d'aider les entreprises américaines, peut-être qu'on peut regarder ce qui se passe dans notre culture à nous, puis nos artisans à nous, puis voir comment on peut les aider ici. Il y a des festivals montréalais et ailleurs qui, pour 50 000, là, c'est une question de vie ou de mort. Fait que c'est à ça qu'il faut penser. Fait qu'avant de mettre 4, 5, 10 millions, je pense qu'il faut rééquilibrer. C'est ce que nous, on dit au gouvernement. On ne dit pas, mettez plus d'argent vite, vite, vite.